La question de la position sur le marché et à quel moment il faut se lancer est une question extrêmement complexe qui n'a pas de réponse simple et qui correspond à une sorte de catégorisation en fonction du type d'entreprise, dans le type de marché et d'une certaine type de maturité technologique. Donc on va y venir. Alors, pourquoi 99% des gens pensent qu'il faut être le premier sur un marché et qu'il faut absolument prendre des positions au début, etc. C'est parce qu'il y a un mensonge fondateur dans le capitalisme. C'est que le capitalisme, pendant des années, enfin des siècles même pour le coup, depuis Adam Smith, raconte une sorte de fable. C'est que capitalisme égale concurrence. Capitalisme égale concurrence, la concurrence c'est génial, la concurrence c'est ce qui crée les externalités positives, la concurrence c'est ce qui fait qu'on fait de meilleurs business. Il y a même toute une idéologie derrière la concurrence qui est de dire la concurrence c'est ce qui fait qu'on se lève le matin et qu'on a envie de tuer les autres. Donc on est dans un environnement qui est favorable aux affaires. Et en fait, c'est un mensonge factuel pour une raison extrêmement simple. C'est un mensonge parce que en fait, la structure même du capitalisme, c'est l'accumulation de capital. Et par définition, l'accumulation de capital produit un effet assez simple, c'est qu'il crée des barrières à l'entrée et il empêche la concurrence de se lancer. Pourquoi c'est tellement dur de lancer un concurrent de Google? C'est pas tant parce que la technologie, ou de Facebook, ou de qui vous voulez, ou de Renault, ou de Peugeot, ou de je sais pas quoi, c'est pas tant que leur technologie soit si avancée qu'elle n'est pas réplicable. C'est simplement qu'ils ont accumulé une telle montagne d'argent que toute action qui serait une menace directe à leur existence pourrait être anéantie par la simple action capitalistique de leur part, soit en rachetant et en offrant un prix que vous ne pouvez pas refuser. WhatsApp a refusé 10 offres. Il y a toujours un prix où les gens finissent par dire oui, hein, pour à peu près tout. Il y a un moment, à moins d'être vraiment dans une logique autre que celle de l'accumulation de capital. Le capital, en fait, est quelque chose qui va forger les positions et c'est quelque chose qui va faire en sorte que les entreprises vont se protéger de leurs concurrents. Alors, pourquoi l'idée de compétition est tellement adulée? C'est sans doute parce que ça renvoie à un imaginaire culturel assez profond qui a forgé en fait le monde occidental et qui repose sur l'idée que la compétition, c'est une forme méritocratique pour faire sortir le meilleur. Et alors ça, c'est le deuxième mythe fondateur qu'il faut tomber. On ne gagne pas forcément sur un marché parce qu'on est le meilleur sur le mauvais critère de meilleur. Par exemple, c'est le grand drame de la communauté Linux. Si vous voulez, une communauté qui souffre en fait de ce mensonge depuis des années et qui souffre en fait d'une incompréhension profonde de ce qui sont les mécanismes de marché, c'est tous les gens dans l'open source. Les gens dans l'open source, ça fait des années qu'ils font des choses techniquement supérieures. Vous parlez à n'importe qui est fan d'open source, il vous dit oui, mais c'est tellement mieux foutu, etc. Sauf qu'ils sont le seuls à le savoir. Personne ne le comprend. Ça fait des années que personne n'a jamais rien pané à Linux. Et ils se sont fait pomper de haut en bas par Apple, qui a simplement fait du Linux packagé. Et en plus, il l'a plutôt mal fait par rapport à ce qu'il aurait pu faire, mais c'est pas grave parce qu'il a gagné. Et donc, en fait, la distinction, elle n'est absolument pas entre meilleur et moins bon. La distinction, elle est entre gagnant et perdant. Et ça, c'est quelque chose d'assez troublant parce que la question qu'on peut se poser, c'est comment on fait pour gagner. Alors, effectivement, à la fin de la journée, moi, je trouve que ça se regarder dans une glace, c'est assez important et faire des produits de qualité, c'est pas idiot. Parce que rien que pour son estime personnelle, c'est quand même pas mal de faire des trucs bien plutôt que de la merde. Le problème, c'est que c'est complètement décorrélé, cette question, de est-ce que je vais gagner ou pas. Et c'est ça, en fait, qui est très très dur à appréhender, qui prend des années, qui prend en général plusieurs échecs avec des startups, et que même certains n'appréhendent jamais. Enfin, vous êtes dans le pays traumatisé de ça. Il y a une interview de Steve Jobs des années 80 sur France 2, où Steve Jobs est interrogé au journal de 20 heures, parce qu'il vient ouvrir un centre de R&D en France. Et la nana lui dit alors, est-ce que la France peut produire une Silicon Valley? On est dans les années 80, les gars. Et il dit oui, et puis quoi encore? Enfin, non. Pourquoi? Parce que vous avez des technos super, mais vous n'avez aucun business guy. Le constat n'a pas changé.
En France, ça fait des années qu'on produit des technologies incroyables. Ça fait des années qu'on a des labos extraordinaires. Ça fait des années qu'on fait des choses fabuleuses. Et ça fait des années que personne ne comprend où tout ça mène et personne n'a jamais réussi à transformer ça en business. Et pourquoi? Parce qu'on ne veut pas admettre, en fait, des réalités de marché assez simples. Il y a une distinction, vous savez, je dis toujours, il faut distinguer l'utile et l'agréable. J'aime bien les distinctions parce que ça permet mentalement de faire passer des tests aux idées et aux actions. Quand vous faites quelque chose, vous posez la question de est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est agréable? C'est une bonne façon de savoir si ça vaut le coup ou pas de le faire. Il y a une deuxième distinction que j'aime beaucoup, c'est est-ce que c'est difficile vs est-ce que ça a de la valeur? Et ça, c'est une question que les gens ne se posent pas très souvent, parce qu'on estime très souvent que ce qui est difficile a en soi de la valeur. Pourtant, cette valeur peut être extrêmement floue, elle peut être illusoire, elle peut ne pas correspondre en fait à la moindre réalité. Je vais vous donner un exemple. Qui connaît ici les Rhodes Scholarships? C'est un truc très connu aux États-Unis, mais pas beaucoup en France. Ok. Les Rhodes Scholarships, c'est une bourse aux États-Unis qui permet aux meilleurs étudiants américains de pouvoir venir étudier au Oxford Cambridge. C'est une bourse extrêmement dure à obtenir. Il y a très peu de postes, c'est une compétition extrêmement difficile. Et il y a une blague sur tous les gens qui ont une Rhodes Scholarship, ils avaient un futur brillant au passé. 80% des gens qui ont obtenu cette bourse n'ont jamais rien fait de leur vie. Mais pour un que tu me citeras, des illustres inconnus de la Rhodes Scholarship, il y en a plein. Pourquoi? Parce que en fait, la valeur perçue de la Rhodes Scholarship dans notre monde contemporain est extrêmement faible. Quand vous êtes dans le milieu académique et que vous êtes dans ce circuit, les profs, l'entourage, le système fait tout pour vous amener à cet ultime but incroyable qui est d'obtenir cette bourse. Mais le monde dehors, déjà, regardez-vous ici qui connaît cette bourse. C'est déjà assez flagrant de sa valeur réelle. Et la deuxième chose, c'est qu'aucun recruteur du monde n'en a juste rien à faire, en fait. C'est dramatique, à part quelques recruteurs de la côte Est qui connaissent, parce qu'ils l'ont fait eux-mêmes. Résultat, ça vous fait rentrer dans un cercle. Et donc, difficile vs de valeur, ça s'applique aussi aux startups, parce que beaucoup d'entrepreneurs tombent dans le piège d'attaquer des marchés extrêmement difficiles, qui de toute évidence sont très durs d'accès, et qui en plus ont aucune valeur, et c'est plutôt évident. Et en fait, la valeur réelle de ces marchés est perçue comme importante sous prétexte qu'ils sont difficiles d'accès. Mais il y a des marchés extrêmement simples d'accès qui ont beaucoup de valeur. Qui a vu Wolf of Wall Street? Superbe, vous avez des super goûts cinématographiques. C'est un test de crédibilité en fait. Dans Wolf of Wall Street, il y a un truc qui moi personnellement m'a énormément gêné et énervé, c'est qu'on fait passer le type pour quelqu'un de très intelligent. Dès la première scène, c'est mis en perspective, il dit je vais gagner $1 million, j'ai gagné 50 millions de dollars, ça fait pratiquement $1 million par semaine à $2 millions près. Lui, il devait être le numéro 20 sur le marché, le numéro 19, il a dû gagner 200 millions de dollars. Le numéro 18, il a dû gagner 1,5 milliard. Et le numéro 1, cette année-là, il en a fait 22 milliards sur les junk bonds. Donc ce qu'on ne vous a pas expliqué sur Wolf of Wall Street, c'est que non seulement c'est le seul de toute cette génération à avoir été en prison, et c'est complètement incompréhensible de pourquoi, quand on gagne 50 millions de dollars par an, on fait une fraude pour gagner 6 millions de plus. Moi, j'ai revu le film 2 fois, je me suis dit, mais il y a un truc que j'ai loupé, mais non, en fait, non. C'est juste absurde, en fait. Et l'autre point, c'est que les junk bonds dans les années 90, c'est un marché extrêmement facile d'accès. N'importe quel ahuri qui s'est lancé dans ce marché a gagné plein d'argent. Le problème, c'est que comme tous les marchés faciles d'accès, ça n'a pas duré. Mais ce n'est pas parce que c'était facile qu'il n'y avait pas énormément de valeur à capter. On a connu plus récemment quelque chose qui va plus vous parler dans ce genre-là, c'est les Groupon et les Groupon-like. Enfin, franchement, en termes de business, copier Groupon, c'était pas dur. Les gens qui ont fait des Groupon-like à travers le monde ne brillent pas par leur talent incroyable. C'est du boulot de bourrin, de commercial, tout bête. Il suffit de copier-coller ce que Groupon faisait et de le déployer à travers le monde avant que Groupon le fasse.
Mais c'est pas parce que c'était facile qu'il n'y avait pas énormément de valeur. Regardez les gens d'Ilissime, ils ont fait un super exit, ils sont reconnus aujourd'hui comme des figures de l'entrepreneuriat français. Il n'y avait rien de difficile dans ce qu'ils ont fait, à part le bon moment, le bon timing, etc. Alors effectivement, un peu de pif pour avoir vu la vague avant les autres. Mais à côté de ça, vous avez des gens qui s'attaquent à des marchés incroyablement plus difficiles, mais derrière, il n'y a rien. Je vais prendre l'exemple de tous les gens qui ont lancé une boîte dans l'intelligence artificielle depuis 30 ans. Vous voulez un marché extrêmement difficile, sans aucune valeur, l'intelligence artificielle. Est-ce que ça veut dire que l'intelligence artificielle n'aura jamais aucune valeur? Non. C'est pas ça que ça veut dire. Mais ça veut juste dire que depuis 30 ans, c'était pas le bon timing pour plein de raisons, et c'est justement ça qu'on va voir aujourd'hui. Alors, il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup, c'est que le problème de la compétition, c'est que c'est déprimant. C'est un point de sagesse extrêmement simple. C'est qu'à force de se lancer dans des choses où la compétition est extrêmement dure, on oublie à quel point la compétition a un effet ravageur, c'est d'être extrêmement déprimante quand on n'est pas le premier. Je voulais le faire avec l'accent, mais j'y arrive pas. Toujours sagesse chinoise, il y a un livre formidable, Sun Tzu, qui dit « Le meilleur moyen de gagner la guerre, c'est de ne pas la faire ». Donc ça peut être extrêmement aussi stratégique de choisir de ne pas attaquer un marché et de se mettre dans une position et à un endroit où on n'a pas besoin de faire la guerre. Parce que avant d'aller faire la guerre, il faut être fort. Et un fondateur d'une start-up n'est jamais fort. Jamais. Personne avec une équipe de 3 personnes au fin fond de je sais pas où, inconnue, ayant juste la volonté des idées et ayant pas mal d'enthousiasme, n'a jamais fait peur à qui que ce soit sur aucun marché et n'a jamais été fort. Et donc, c'est un peu la même image que se dire, si vous voulez prendre le contrôle de Paris, et que vous voulez encercler militairement Paris et que vous êtes tout seul, si vous prenez un flingue et que vous allez dans la rue et que vous essayez d'encercler Paris, vous allez vous faire shooter en 3 semaines, en 3 minutes. Par contre, si méthodiquement, prenez le contrôle de votre voisin, puis ensuite, ensemble, prenez le contrôle de l'immeuble, et puis le quartier, et puis l'arrondissement, et puis finalement la ville, ce sera beaucoup plus probable que de rentrer directement dans la compétition, de vouloir prendre la ville. Il y a 2 grandes écoles vis-à-vis du lancement d'entreprise. Il y a ce qu'on appelle l'école de l'océan bleu. L'océan bleu, c'est vous êtes tout seul sur l'océan, vous le traversez et la lumière est au bout. Quand vous êtes arrivé de l'autre côté de la rive, vous êtes un héros. Et j'aime beaucoup l'image de l'océan bleu parce qu'elle rappelle au fondateur le statut de quiconque traverse l'océan sur une barque, c'est un fou. Vous êtes un héros sur le quai de départ, vous êtes un héros à l'arrivée, mais quand vous êtes au milieu de l'eau sur votre bateau, vous êtes juste un dingue. Personne d'autre peut vous voir autrement. Ça, c'est la stratégie de l'océan bleu. L'autre stratégie, c'est de dire qu'il faut aller dans des marchés extrêmement compétitifs, mais il faut y dominer des niches, des toutes petites niches, et conquérir les niches les unes après les autres. Mais justement, on va venir à ça. Donc, pourquoi sommes-nous incapables de reconnaître les monopoles? Et pourquoi la question des monopoles... Pourquoi on n'éduque pas dans les écoles de commerce les gens, ou dans les écoles en général, en leur disant, vous savez, le seul but dans un business, c'est de fabriquer un monopole. Il n'y en a pas d'autre. Et d'ailleurs, si vous prenez les 100 business qui marchent le mieux du monde, c'est tous des monopoles. Pourtant, aucun d'eux n'est traité de monopole, ni dans la presse, ni par les autres, ni par eux-mêmes. Et puis, si vous leur dites qu'ils sont des monopoles, ils vous diront « non, 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 je ne le suis pas ». En fait, il y a des raisons profondes à ça. La première, c'est qu'être un monopole, dans notre capitalisme, c'est illégal. C'est illégal. Aux États-Unis, il y a un truc qui s'appelle le DOJ, Department of Justice, qui a une seule mission économique, qui est de casser les monopoles. En France, vous avez les autorités de la concurrence. À Bruxelles, vous avez l'autorité de la concurrence. Donc, personne ne peut éduquer qui que ce soit à la fabrication de monopoles, puisqu'il reconnaîtrait par lui-même qu'il est en train de faire quelque chose d'illégal. Alors, pour la petite info, je pense que c'est le truc illégal qui est le moins définissable du monde. C'est ça qui est assez marrant, c'est que c'est un peu comme dans Dr House, everybody lies. Alors, qu'est-ce qui ment? D'abord, les marchés mentent.
C'est très, très, très dur de définir un marché. On l'a vu la semaine dernière, c'est dur d'évaluer la taille d'un marché, mais alors le définir, c'est encore plus dur. Jouons un petit jeu. Qui pense ici que Google est un monopole? Ok, plutôt tous d'accord. Pourtant, Google n'est sous aucune procédure, quelle qu'elle soit, de mise à l'épreuve à cause de son monopole. Qu'est-ce que vous voyez que ni les autorités de la concurrence bruxelloises ne voient, ni les autorités de la concurrence française, ni le Department of Justice américain? Pourquoi, pour personne dans cette salle, ça paraîtrait absurde de dire que Google est autre chose qu'un monopole, et que pour ces gens-là, ce n'est pas un monopole? Pour une raison tout simple, c'est qu'ils mentent tous sur leur market share. Prenons le cas de Google. Si Google est un moteur de recherche, et si vous le définissez comme un moteur de recherche, sa part de marché est de 68%. Alors il y a un indice économique qui s'appelle Herfindahl-Hirschman, qui est un indice qui permet de calculer si une société est en situation de monopole ou pas. Cet index établit que toute société qui a 0,25 au carré est un monopole. Alors, je ne vais pas vous montrer comment on fait le calcul, mais Google est à 0,88 sur le marché des moteurs de recherche. Donc, c'est même plus un monopole à ce stade-là, vous êtes en DELFCON 5, c'est attaque nucléaire. Alors, ce que Google répond à ça, c'est « mais non, on n'est pas une société de moteur de recherche, on est une société de pub. Le moteur de recherche, il est gratuit. Là où on gagne notre vie, c'est dans la pub. Et dans la pub, figurez-vous qu'on n'a que 4% du marché mondial. On est un nain, on est tout petit. » Et d'ailleurs, il y a cette phrase d'Eric Schmidt qui est géniale. « The Internet is incredibly competitive and new forms of accessing information are being utilized every day. » Sous-entendu, alors non seulement, on est tout petit, vous imaginez, seulement 4%, donnez-moi une pièce, mais en plus, on n'est pas à l'abri de perdre ces 4% s'il y a un type au fin fond de Palo Alto. Et il a même sorti cette comparaison assez géniale, c'est qu'en fait, on n'est pas très différent de la pizzeria à Palo Alto. On est plus gros que la pizzeria à Palo Alto, mais on a exactement la même solidité que la pizzeria à Palo Alto. C'est-à-dire qu'on peut mourir du jour au lendemain. Alors, prenons les chiffres. Aujourd'hui, Apple a 98 milliards en cash. Alors, je ne pourrais pas qu'ils sont un jour, mais bon. Et ils produisent à peu près 30 nouveaux milliards par an. Microsoft a 52 milliards de cash. Google a 45 milliards de cash. Amazon a 10 milliards de cash. Maintenant, prenons leur gross margin. C'est assez fascinant, l'écart qu'il peut y avoir entre les startups et ce qu'on apprend dans les business schools. Dans une business school, on apprend que un gross margin raisonnable, c'est aux alentours de 10% pour une société bien gérée, 20% dans les cas exceptionnels. Vous prenez les grosses margins de Apple, aux alentours de 40, elles sont passées à 50 cette année, il faudrait que je mette à jour ce slide. Google, on est autour de 65, Microsoft autour de 75, et Amazon autour de 14. Alors, grosse margin, c'est la marge brute, c'est la différence entre les coûts de production, ce que ça coûte de fabriquer quelque chose, et le prix de vente. Et ça vous donne la marge brute, c'est-à-dire la marge avant de rembourser le marketing, la société, les opérations, etc. Amazon est à 14%, pour info quand même. Carrefour, qui est quand même un équivalent d'Amazon, est aux alentours de 1,5 et c'est le leader en grosse margin du secteur. 14, 1. Qu'est-ce qu'on lit partout dans la presse? Amazon, c'est les types, ils ne veulent pas faire de profit. Franchement, nous, on essaye de surtout pas faire de marge. Ils font 7 fois plus de marge que le leader mondial de l'efficacité logistique. Pourquoi? Parce qu'ils sont en monopole. Dans quelle situation vous pouvez obtenir des résultats comme ça? C'est quand les gens n'ont pas le choix. C'est la différence entre posséder un café au milieu d'une rue piétonne entouré d'autres cafés cool et posséder le seul café de l'aéroport Charles de Gaulle. Le seul café de l'aéroport Charles de Gaulle, je ne vous parle pas de ses marges. Son café est dégueulasse, ses croissants sont immangeables, mais de toute façon, les gens n'ont pas le choix. Donc de toute façon, il vend tout ce qu'il achète et plus que sa capacité. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il a réussi à créer un monopole.
La question des marchés, et c'est une question importante, on l'a déjà vu la semaine dernière, mais il y a une mauvaise réponse en fait à ce qu'on a vu la semaine dernière. La mauvaise réponse, c'est d'essayer de trouver quelque chose d'unique, une intersection unique. Et il y a une image que j'aime beaucoup, c'est ce petit texte d'un type qui explique comment Hollywood ne fonctionne pas. Il dit, la question, c'est est-ce qu'on fait quelque chose de bien ou pas? Prenons par exemple le marché du cinéma et le marché des films. Vous prenez des éléments. Vous prenez Brad Pitt, vous prenez Hackers, vous prenez Jaws, et vous vous dites que, en fait, vous allez faire un film où des requins attaquent Brad Pitt qui a rejoint une confrérie de hackers. Et les trois séparés ont l'air génial. Les market shares de chacun de ces sujets au cinéma sont en explosion et en croissance. Est-ce que vous pensez qu'en combinant les trois, vous allez faire une boîte incroyable, enfin un film incroyable? Combien de startups prennent Brad Pitt, un requin et un hacker et les mettent ensemble en disant « ouais, personne n'y a jamais pensé ». Alors évidemment, ce n'est pas Brad Pitt, des requins et tout ça, mais ils prennent, je vais faire le Google, du lavage automatique de voitures, le tout divisé par Airbnb du service. Et pourquoi? Parce que c'est une façon extrêmement artificielle de fabriquer un marché. Et c'est la façon la plus simple de se le représenter. Il y a Airbnb qui a cartonné dans les appartements. Je vais lancer le Airbnb de la voiture. Je vais lancer le Airbnb du car service. Je vais lancer le Airbnb de l'office space. Je vais lancer le Airbnb de je sais pas quoi. C'est super facile de réfléchir comme ça. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a personne qui va lancer un Airbnb de quelque chose qui va être aussi successful que Airbnb? Non. Ça veut juste dire que c'est pas du tout lié. C'est pas parce que quelqu'un a fonctionné dans un marché donné qu'il fonctionnera dans un autre. La question à se poser, elle est beaucoup plus fondamentale. Il s'agit d'essayer de trouver ce qu'on appelle la vérité d'un marché. On va y venir. L'autre point, un peu théorique qu'il faut comprendre, et vous allez voir, tout va s'assembler dans une démonstration finale. J'essaye de vous donner des points. Donc, premier point, vous ne pouvez pas raisonner en market shares. Market shares, vous pouvez toujours les réévaluer. Deuxième point, vous ne pouvez pas raisonner en type de marché. Les types de marché peuvent changer. Et c'est toujours facile de redéfinir un marché. Vous devez comprendre que winners take all. C'est la grande nouveauté de l'économie numérique par rapport à tout ce qui a existé avant. C'est qu'aujourd'hui, les gens qui gagnent sont capables de scaler dans le monde entier et que c'est très, très, très dur d'avoir des résistances locales. Dans l'histoire économique du 19e jusqu'à la fin du 20e, aucune société n'a pris plus de 20% de market share. Si vous prenez une société automobile, 20% de market share dans un pays, c'est déjà énorme. Et il y a 5 sociétés automobiles qui peuvent très bien vivre les unes à côté des autres. Et chacune avoir leur profit, etc. Dans le marché des moteurs de recherche, ils sont 4. Il y en a un qui capte 66% du marché, un qui capte 12% du marché, un qui capte 18% du marché, donc Yahoo, Bing, et DuckDuckGo qui capte 6% du marché. Et puis après, il y en a des dizaines et des dizaines qui captent le reste. Google capte 99,9% de l'argent généré dans ce marché. Bing, c'est juste du sang qui coule pour Microsoft. Et c'est vraiment ça. C'est tous les ans, il y en a plus que l'année d'avant. Et c'est de pire en pire. Ils ne savent plus comment maintenir les dépenses marketing pour maintenir le trafic, puisque de toute façon, ils communiquent que sur le trafic et pas les résultats financiers. Mais quand vous regardez le détail des résultats financiers de Bing, c'est une catastrophe. Ils ne savent plus quoi faire. De l'autre côté, vous avez Yahoo qui capte même plus d'argent sur le search ads. Il ne capte plus que sur le display pour une raison très simple, c'est que Google refuse de faire du display. Et je pense que moi, si j'étais patron de Yahoo, je ferais un cauchemar récurrent qui serait, je me réveillerais et Brin et Page ont changé d'attitude et ils trouvent que 37 milliards par trimestre, ça ne suffit pas parce qu'ils veulent s'acheter une planète et donc ils ont décidé de se lancer dans le display. Je peux vous dire, ce jour-là, vous avez une entreprise qui, comme ça, d'un claquement de doigts, disparaît. Mais disparaît de la carte. C'est que Yahoo a une position dominante sur le display ads en ligne pour la simple raison
que Google n'en veut pas. Il y a deux types de ads. Il y a le text ads, qui sont les pubs que tu vois sur Google, donc c'est que du texte, tu n'as pas le droit de mettre d'image. Display ads, c'est les trucs qui flashent là et qui mettent des images et des vidéos et qui peuvent te prendre toute la page et qui peuvent popper, tourner. Yahoo aujourd'hui a la plus grosse part de marché sur le display ads sur Internet de très loin. Parce que même sur les autres sites qui ont du display ads, en fait, c'est les régies de Yahoo qui les vendent. Troisième point théorique à comprendre, pour comprendre ce qui se joue quand vous réfléchissez à quand est-ce que c'est le bon moment de se lancer ou pas, parce que c'est une question que vous vous posez tous, c'est qu'il faut comprendre que le gagnant prend tout, et quand il prend tout, c'est fini pour un moment. Prenons les cas et les histoires des boîtes que vous pensez connaître, mais en fait, je pense que vous avez beaucoup de fiction par rapport à leur histoire réelle. Prenons le cas de Amazon. Amazon, ça s'appelle Amazon parce que l'Amazon, c'est la plus grande diversité d'espèces vivantes au monde. Et pourquoi ils ont pris ce nom? Parce qu'ils voulaient tous les livres de la planète. Amazon, c'est l'histoire d'un libraire en ligne. C'est pas l'histoire d'un e-commerçant, c'est pas l'histoire d'un retailer, c'est l'histoire de quelqu'un qui s'est dit, moi, je vais faire deux choses. Je vais, disrupter le marché de la librairie en l'amenant en ligne, et deux, je vais offrir par cette centralisation une diversité et une précision qu'aucune boutique physique ne pourra jamais offrir. Parce que j'aurai de A à Z tous les livres de la planète. C'est pour ça que leur logo, c'est un A qui va jusqu'au Z. C'est vraiment un focus orienté sur les livres. Comment Amazon est passé d'être un libraire en ligne à être le magasin pour tout ce qui s'achète? Alors, je ne sais pas si c'est le cas en France, mais par exemple, aux États-Unis, même l'électroménager s'achète sur Amazon. Enfin, oui, et maintenant, ils se lancent avec Amazon Fresh sur la nourriture, effectivement. Donc, comment ils sont passés de l'un à l'autre? Ils sont passés de l'un à l'autre parce qu'ils ont généré un monopole à chaque fois qu'ils ont conquis un marché. Et c'est ça, en fait, que vous avez beaucoup de mal à appréhender avec ces histoires de niches. Parce qu'on vous dit, il faut commencer dans des niches, conquérir des niches, et passer de niche en niche pour être de plus en plus gros. Résultat, chez 90% des entrepreneurs, ça donne comme histoire, je vais lancer ma boutique de livres, je vais faire, allez, 0,1% du marché des livres dans un pays, et quand je vais faire 0,1% du marché des livres, je vais dire, bon ça y est, les livres ça tourne, je vais me lancer dans l'électroménager. Et puis je vais me lancer après dans je sais pas quoi, dans la nourriture, ou les jouets pour enfants, ou les DVD, ou les ordinateurs. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce qu'en fait, vous ne voyez pas la structuration économique sous-jacente à la conquête. C'est que la structuration économique sous-jacente à la conquête, c'est qu'à chaque fois que ces entreprises-là ont conquis une niche, elles l'ont conquis de façon tellement dominante, elles ont pu se permettre de générer des marges comme personne n'en avait jamais généré, et elles ont donc pu s'offrir avec énormément de luxe l'injection de ces marges dans la boîte d'après. Et ces marges, ça passe par deux choses. Ça passe soit par des levées de fonds, parce qu'elles sont tellement dominantes sur une niche que les gens leur font confiance dans leur capacité d'exécution, donc injectent énormément de cash, soit ça passe par le fait qu'ils ont généré un profit tellement important qu'ils sont passés à la suite. Pour une petite histoire avec cet Amazon ne faisant jamais aucune marge, parce qu'on confond marge opérationnelle et marge brute, Amazon a fait des pertes considérables sur les 10 premières années de sa vie. Mais considérables. C'est des milliards de pertes par an. La marge brute qu'ils faisaient sur les livres les premières années de leur vie était 2 fois supérieure à ce que n'importe quel libraire faisait. 3 fois supérieure la 4e année. 4 fois supérieure la 5e année. 5 fois supérieure à la moyenne des libraires américains la 6e année. Sauf que il y avait deux choix vis-à-vis de ça. Il y avait un choix numéro 1, c'était de partir en vacances avec tout cet argent, qui est un choix tout à fait acceptable. Choix numéro 2, c'était de dominer le monde. Et de prendre tout cet argent pour le réinjecter. Donc, oui, à ces histoires de niche, il faut vraiment comprendre ce que ça veut dire dominer un marché. Dominer un marché, c'est devenir le seul acteur à un moment donné sur quelque chose.
d'être la seule référence. Même s'il y a d'autres concurrents, d'avoir capté à peu près 90% de la valeur. Et c'est ça, en fait. Parce que si vous, et alors ça c'est peut-être le point le plus important du cours d'aujourd'hui, c'est que vous ayez envie de le faire ou que vous n'ayez pas envie de le faire, que vous vous contentiez de demi-résultats ou pas, si vous avez ce malheur-là, quelqu'un d'autre viendra vous ravager. Et on ne peut plus jouer au jeu entrepreneurial à moitié. C'est fini. L'ère de l'amateurisme dans l'entrepreneuriat est finie parce que beaucoup trop de gens sont là pour conquérir. Donc ça veut dire qu'à un moment, il faut se poser cette question très personnelle. Est-ce que j'ai envie d'être numéro 1 ou est-ce que j'ai envie d'être numéro 2 d'une boîte? Parce que les types qui partent en vacances quand les résultats sont extraordinaires, c'est les numéros 2. C'est rarement les numéros 1. Là, je voyais l'introduction en bourse de Box.com. C'est un pari d'aujourd'hui. Je regardais la cap table et ça m'a fait vachement rire. Tous les employés de Box de top niveau qui ont rejoint Box des années après la fondation de Box ont plus d'actions que le CEO. Tous. Pourtant, je peux vous dire qu'ils sont dans une position bien plus confortable. Et tous auront le droit de vendre leurs actions à l'entrée en bourse, mais le CEO, il a un lock-in de 5 ans. Ouais, vous voyez? Donc, c'est pas si évident que ça, en fait. Et notamment, ça tient à cette question-là. Box ne vaut rien sans son CEO. Fondamentalement. Donc, tous les gens qui sont prêts à lui donner la gloire, le pouvoir et tout ce qui va avec, c'est en échange d'un prix financier extrêmement fort. Être entrepreneur, ce n'est pas le choix financier le plus rationnel du monde. C'est autre chose. C'est parce qu'on aime ce qu'on fait, etc. Ces histoires sont souvent illusionnantes parce que vous les voyez du point de vue, ils sont passés d'une étape à l'autre logiquement, mais vous ne voyez pas que de façon sous-jacente, ils avaient les moyens de passer de ces marchés des uns aux autres. Et qu'ils avaient des moyens considérables pour le faire. Parce qu'ils avaient réussi à atteindre des résultats. Donc, la prochaine fois que vous êtes dans la situation de vous dire « Oui, mais mon produit, il peut servir à tout le monde ». La prochaine fois que vous êtes dans cette situation-là, vous devez vous poser la question « Ok, il peut me servir à tout le monde, mais avec qui je vais gagner le plus d'argent ?» Prenons une deuxième histoire. Tesla. Tesla, voiture électrique. Prenons le cas de Tesla. Tesla, si vous voulez fonder la prochaine génération de voitures électriques, vous avez besoin de fonder 3 choses. Vous avez besoin de fonder un réseau d'énergie et de batterie, parce que vous êtes malin, hein, quand vous vendez votre bagnole, si les types tombent en panne au milieu de l'autoroute d'électricité et qu'il n'y a aucune prise pour se rebrancher, les types vont être vachement contents d'avoir acheté une bagnole électrique. La deuxième chose, c'est que vous avez besoin de construire la voiture en tant que telle. Or, construire une voiture, c'est pas facile en fait. Il y a des règles de sécurité à respecter, il faut vérifier qu'elle ne quitte pas la route dans un virage, il faut faire plein de choses qui ne sont pas en mode... vous ne pouvez pas lancer votre voiture et dire « oui, c'est une version de développement, on est en train d'itérer ». Personne ne l'admet ça, donc c'est un peu compliqué. La troisième chose que vous devez faire, c'est qu'en plus, vous devez maîtriser la fabrication et l'approvisionnement, qui est un concept très très différent du concept de mise au point. Parce que vous pouvez être les rois du monde à mettre au point quelque chose, et vous pouvez fabriquer la plus belle voiture, etc. Le passage entre vos idées sur le plan et l'usine sont terribles. Toute personne qui un jour a fabriqué un objet peut vous le dire. Sur le papier, ça marche vachement bien, puis là, d'un seul coup, vous vous rendez compte que le boulon ne rentre pas, que de toute façon, l'usine n'en a rien à foutre, que les mecs, ils ont dit oui, ce sera livré sans aucun défaut, puis en fait, vous vous retrouvez avec 100 000... Regardez General Motors. Vous avez vu ce matin 850 000 voitures rappelées. On parle d'une entreprise qui a, quoi, 100 ans, 120 ans d'expérience dans l'automobile. Comment 5 millions de voitures. Mais ils vont refaire faillite. Tiens, rajoutez ce pari. Est-ce que General Motors va faire faillite? Non, mais c'est pas possible. Ouais, bon, d'accord. Tesla. Comment vous construisez Tesla? Il y a la mauvaise approche. La mauvaise approche, c'est de se rendre compte qu'il y a besoin de 15 milliards de capital et d'aller essayer de convaincre les gens de mettre 15 milliards. Il y a la bonne approche. La bonne approche, c'est segmenter son marché et aller dominer une niche extrêmement faible, mais extrêmement rentable.
Je fabrique une Ferrari électrique que je vends à tous les bobos écologistes de la vallée. Je n'essaye même pas d'en vendre une en dehors de la vallée. Je me dis qu'ils sont suffisamment nombreux dans cette région du monde pour m'acheter ma bagnole qui, de toute façon, quitte la route dès qu'elle dépasse la vitesse. Mais ils n'en ont rien à faire parce qu'eux, ils ont l'habitude des prototypes. Et donc, je la vends 3 fois le prix d'une voiture de même catégorie, à même performance, et tout le monde s'en fiche parce que c'est la première, et tout le monde paye le prix pour être dans la première. Et donc, une fois que j'ai dominé ce segment de marché et que j'ai généré plus de 95% de marge opérationnelle, j'utilise cet argent pour le leverager, c'est-à-dire faire un effet de levier, et aller emprunter de l'argent à des banques en leur disant « Regardez, vous avez vu tout le bénéfice que j'ai fait avec tant de voitures, vous allez me donner tant d'argent, je vais pouvoir fabriquer tant de voitures, et après, ce sera bon. » Et donc, vous voyez la grande différence d'argumentation. Il aurait pu se dire « Je vais aller essayer de convaincre les gens. » Non, il a d'abord vendu à un tout petit groupe une bagnole que tous les spécialistes de l'automobile qui connaissent quelque chose l'ont moqué. Moi qui connais rien, j'ai jamais compris pourquoi c'était tellement rigolo, mais quand vous lisiez la presse spécialisée sur la Tesla Série S, les gens disaient, mais enfin, c'est une blague cette voiture. Qui achète un truc pareil à 350 000 $? Et bien en fait, si, il y a plein de gens, parce que ce qu'ils achètent, c'est le projet. Ce qu'ils achètent, c'est l'ambition. Ce qu'ils achètent, c'est la vision. Et pourquoi? Parce qu'il a été dominé un tout petit groupe. Il y a un document très fascinant que vous pouvez aller lire, c'est sur la naissance des mouvements religieux. Il y a plein d'études qui ont été publiées là-dessus, et il y a un livre fascinant qui s'appelle La Bible dévoilée, qui a été écrit par 2 universitaires israélites sur les origines en fait, de la Bible, etc. Il y a un paragraphe fascinant, c'est qu'ils disent que dans toute l'histoire de l'époque, toutes les religions qui ont perduré jusqu'à maintenant sont des religions qui ont concerné des tout petits groupes de personnes. Toutes les religions qui ont été imposées par la force à des vastes groupes, dès que la force a disparu, parce que la force disparaît toujours, elles ont péri. Et on ne s'en souvient plus d'elles. Les cultes pharaons, dès qu'il n'y avait plus de pharaons, ils sont passés à la trappe extrêmement rapidement. Pourquoi? Pour une raison très simple, c'est que c'est la même chose que quand vous lancez une entreprise. Une entreprise qui se lance par du marketing a beaucoup moins de chances de réussir sur le long terme qu'une entreprise qui se lance simplement par l'enthousiasme des utilisateurs. Et comment ça vient l'enthousiasme des utilisateurs? Ça vient quand on a l'impression de fabriquer quelque chose dans un tout petit groupe. La démonstration que je suis en train d'essayer de vous faire, c'est que ces histoires, quand on vous dit qu'il faut démarrer dans des niches avant de machin, il faut le prendre au sens littéral et strict. Quand vous êtes peu de fondateurs, vous devez faire des choses extrêmement peu ambitieuses. C'est comme mon histoire tout à l'heure de la ville, etc. Si vous voulez conquérir une ville, il faut d'abord avoir une armée. Et c'est exactement la même chose avec une entreprise. Si vous voulez faire quelque chose de grand, il faut avoir une armée. Et la seule façon d'avoir une armée, c'est de réussir à toute petite échelle. Si vous voulez ouvrir une franchise dominante dans la restauration, ça vous paraîtra évident qu'il faut d'abord ouvrir un restaurant. Alors, qu'est-ce qui se passe pour passer de cette évidence à ce que 99% des startups font? Le grand avantage du virtuel, c'est qu'on peut être partout. Mais c'est en fait son plus grand inconvénient. Parce que comme on peut être partout, on commence à faire des choses n'importe comment. Donc encore, si vous êtes dans le business physique, ça vous paraîtra assez étonnant parce que vous aurez une limite capitalistique. Vous saurez très bien que vous ne pouvez pas ouvrir, machin. Mais en fait, sur le web, c'est la même chose. Vous ne pouvez pas ouvrir votre restaurant dans toutes les rues et toutes les villes à la fois, même si vous en avez la capacité logistique, puisqu'il n'y a pas de contrainte à le faire. Pourtant, c'est impossible. Vous êtes obligé de commencer dans un petit marché. La démarche qui marche toujours, c'est de réussir à dominer un tout petit marché. Et alors, je parle beaucoup de domination ce matin, mais c'est vraiment le concept important du jour. C'est qu'il faut absolument comprendre que si vous n'arrivez pas à bâtir des positions dominantes dans un marché, qu'est-ce qui est le mieux? Avoir 1% d'un marché d'1 million de personnes ou 100% d'un marché de 100 personnes? Faites le calcul. Si vous faites le calcul, vous vous direz qu'1% d'un marché d'1 million, c'est mieux. Pourtant, il vaut mieux avoir 100% d'un marché de 100 personnes. Parce qu'avec les 100% d'un marché de 100 personnes, vous pourrez passer
à 200 personnes, puis 500 personnes, puis 1000 personnes. Alors qu'avec les 1% d'un marché d'1 million de personnes, la seule chose que vous pourrez faire, c'est vous faire écraser par le type qui va finir par avoir les 99% restants. Parce que même si vous avez quelques clients, vous allez vous faire aspirer la valeur et vous allez vous faire aspirer l'air par celui qui va gagner. C'est pour ça que la définition de votre marché, c'est un travail extrêmement précis. Et ça n'est jamais assez précis. C'est extrêmement frustrant et déstabilisant pour un entrepreneur. Moi, je le vois. Hein, j'ai à peine une boîte sur 10 dans The Family qui comprend ça et qui le fait. À peine. Et les 9 dixièmes d'autres, on a beau leur répéter à longueur de journée ce principe, ils ont tous la même réaction. Ouais, mais il y a des trucs intéressants qui se passent aussi par là. Et c'est une réaction tout à fait naturelle. Je ne connais pas un entrepreneur qui n'a pas fait cette connerie dans sa vie. Aussi. C'est aussi rassurant pour le coup. En général, on l'a fait pendant quelques années, puis après, on en a marre, on finit par arrêter. Je l'ai fait, ils l'ont tous fait, enfin, c'est un truc... C'est vraiment le genre de connerie naturelle, parce que c'est extrêmement naturel. Mais quand vous la ferez, cette connerie, réfléchissez à ce cours. Essayez de vous souvenir de ce que je vous aurais dit. Parce qu'en fait, c'est la connerie la plus dangereuse et c'est la connerie qui montre le plus que vous n'avez pas encore compris comment se gagne une guerre. Si vous aimez la littérature, lisez la campagne de Russie. C'est la pire campagne de Napoléon parce qu'il a oublié tout ce qu'il avait fait toute sa vie. Pourquoi? Parce que pour une fois dans sa vie, il avait les moyens. Donc il a fait des grosses bêtises. L'inverse, autant tous les gens qui commencent petits ne deviennent pas grands, autant tous les gens qui commencent massivement grands finissent toujours en catastrophe. J'aimerais tous vous décomplexer d'un truc. Aucune start-up commençant avec des moyens considérables par rapport à son marché cible finit avec une réussite. Il n'y en a pas une seule. Entendons-nous bien sur moyens considérables. Par exemple, Google, ils ont levé en premier round 50 millions de dollars. Dans votre définition, 50 millions de dollars, c'est des moyens considérables. Pourtant, par rapport aux problèmes auxquels s'est adressé Google, 50 millions de dollars, c'était de l'argent de poche. Donc vous voyez, c'est évidemment relatif. Ce n'est pas une histoire de montant absolu. Imaginons que vous vouliez lancer une boîte dans les bitcoins. Vous avez besoin de lever 20 millions de dollars. Très 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 dur aujourd'hui de lancer un truc sérieux dans le bitcoin à moins de 20 millions de dollars. Mais qu'est-ce que c'est 20 millions de dollars comparé aux milliards de trésorerie disponibles dans les banques? Alors pour vous, ça peut paraître énorme, 20 millions de dollars, mais en fait, ça ne l'est pas. Donc c'est évidemment une question relative par rapport à l'enjeu et à l'ambition affichée. Il y a deux types de conquêtes de marché. Il y a les conquêtes de disruption, il y a les conquêtes de frontières. Ce n'est pas la même chose. Ça ne s'appréhende pas de la même façon. Et l'une des premières questions de test que vous devez vous poser, c'est est-ce que je suis en train de faire une boîte de disruption ou est-ce que je suis en train de faire une boîte de frontières? Alors, jouons un petit jeu. Google, c'est une boîte de frontières. Uber, c'est une boîte de disruption. Si vous faites quelque chose pour lancer un nouveau type de medical device, disruption ou frontière? Disruption. Parce que le marché des medical devices est très présent et très fort. La frontière ne se définit pas par l'innovation technologique. La frontière se définit par le marché. Le marché du medical device est déjà un marché très présent. Le marché du moteur de recherche, quand il y a 20 000 sites en tout et pour tout sur Internet, c'est un marché inexistant. Apple, frontière, il y a 200 ordinateurs personnels dans le monde et ils en ont vendu 180, donc frontière. Par contre, si aujourd'hui tu lances un nouvel Apple, disruption. Parce que tu attaques un marché, le personal computer, qui est extrêmement mature. Le marché est toujours plus important que la techno, toujours plus important que l'équipe, toujours plus important que ce que vous faites. Vous pouvez être les gens les plus brillants avec les plus belles technos, s'il n'y a pas de marché, il n'y a rien. Et en plus, vous connaissez le paradoxe maintenant, c'est que c'est la chose la plus importante, mais c'est indéfinissable, incompréhensible et inévaluable. Alors vous allez me dire, c'est un peu perturbant comme truc.
Donc, le truc le plus important auquel on doit réfléchir à longueur de journée, personne n'y arrive. Eh bien oui, c'est pour ça que c'est dur d'être entrepreneur. Et c'est pour ça que 90% des gens se plantent. Parce que évaluer correctement un marché, c'est très, très, très dur. C'est tellement dur que, en fait, par définition, c'est impossible. Et c'est à se demander si les gens qui réussissent, c'est pas finalement... parce que sur un grand échantillon de gens qui font un truc impossible, il y a toujours un pourcentage de gens qui réussissent. C'est peut-être ça, en fait, le jeu. Peut-être que tout ça est absurde. Est-ce que la disruption, comment on dit overrated, est surestimée, surévaluée? Est-ce que la disruption est surévaluée? C'est la grande mode. Si aujourd'hui il y a une bulle, on me demande souvent est-ce qu'il y a une bulle dans les nouvelles techno? Je pense pas. Mais par contre, je pense qu'il y a une bulle de la disruption, ça c'est sûr. Alors The Family, on est à plein dedans. C'est-à-dire que si la bulle, elle est là, nous on est au-dessus. On essaye même au-dessus de souffler dedans en se disant vas-y, grossis bulle, porte-nous. Moi je trouve ça hyper enthousiasmant, les business de disruption. Parce que je pense que ça remonte à quelque chose d'assez psychologique qui est la volonté de toujours gagner. Si vous êtes dans un cas de business de disruption, vous ne devez pas être le garçon qui veut être dans son coin, tout seul, tranquille. C'est vraiment pas ces gens-là qui font des business de disruption. Les gens qui font des business de distribution sont les mauvais enfants de la classe. C'est les types qui veulent toujours se faire remarquer et qui font chier tout le monde. Eux font des entrepreneurs de disruption. Et ça a l'air de vous faire rire, mais en fait, je suis très sérieux. Je suis vraiment très sérieux. Je pense qu'il y a un rapport intime entre les types de business qu'on fait et sa personnalité et le type de personnalité qu'on a envie d'avoir. C'est parce que je pense profondément que la personnalité est un choix. Mais vous ne pouvez pas attaquer quelque chose comme les taxis. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ressemble le CEO d'Uber physiquement, mais allez tous regarder une photo du CEO d'Uber. Vous allez comprendre en 2 minutes à quoi il joue le type, quoi. Il porte des lunettes à pois, il se balade en tongs, il met ses pieds sur la table en conseil municipal. Et la dernière fois qu'un type lui a dit quelque chose, il lui a hurlé dessus jusqu'à ce que ses oreilles explosent, quoi. Donc c'est pas un type, vous n'avez pas envie d'être pote avec lui. Hein. C'est pas des gens qui se définissent comme ça. Parce que c'est des gens qui profondément, s'ils étaient nés il y a quelques centaines d'années, ils auraient été sur un champ de bataille en première ligne. Et c'est évident qu'ils ont ce genre de gènes extrêmement belliqueux et extrêmement forts. C'est tous des descendants d'Ux Bellorum, pour le coup. Et c'est une volonté qui repose sur le fait qu'on va terrasser un ennemi et que pour terrasser cet ennemi, il va falloir trouver des tactiques, et des tactiques malignes. Faire Uber, c'est comme faire la Révolution américaine. Si vous avez en face de vous une armée organisée, rangée, incroyablement puissante, financée par la première puissance industrielle du monde, et face à ça, vous avez une bande de tocards avec des lance-pierres et des cailloux, quoi. Et vous dites, non, mais c'est pas grave, on va gagner quand même, parce qu'on se bat pour la liberté. Et bien, c'est la même chose, c'est juste métaphorique, c'est juste différent, c'est plus civilisé. Je pense pas qu'il ait tué qui que ce soit dans sa vie, Travis, quoique. Mais voilà. Ça, c'est les business de distribution. Les business de frontières, à l'inverse, sont faits par des gens très différents. Tous les gens dans ce style-là qui font des business de frontières se plantent profondément. Parce que les business de frontières sont des business de patience. Alors Steve Jobs a un cas un peu unique au monde, parce que c'est les deux à la fois. Il a les deux traits. Et c'est pas pour rien que les 20 premières années de sa carrière ont été catastrophiques. Un élément qu'on ne rappelle pas assez souvent sur Steve Jobs, c'est qu'il a fallu attendre qu'il ait 45 ans pour commencer une carrière à peu près convenable. Parce que Apple version 1, il n'a pas été viré pour rien. Souvent, on le présente comme victime et tout. Moi, je me suis souvent posé la question, qu'est-ce que je fais si je suis le type qui doit gérer un psychopathe dans son genre qui produit aucun résultat? Imaginez, vous fondez une boîte qui fonctionne bien, qui est Apple 1, qui gagne plein de cash. Le type dit, ouais, on va dépenser 3 fois ce qu'on gagne pour faire Apple 2, et puis on va le dépenser par la fenêtre en fête et en louant des maisons sur les îles, parce que ça suscite la créativité. Et là, vous dites, ouais, ah bon? Non, mais c'est pas mal notre business, là. Non, non, tu vas voir, c'est génial. Et pourquoi? Parce qu'en fait, c'était une volonté de Dux Bellorum sur un marché qui n'était pas prêt. Vous pouvez avoir ce genre d'attitude quand vous vendez 500 millions de devices par an. Vous ne pouvez pas avoir ce genre d'attitude quand vous vendez 10 000 devices par an. Parce que les business de frontières sont des business de patience.
Les business de frontières, c'est des business où vous vivez le futur au présent, donc ça veut dire qu'il faut savoir attendre que le futur arrive. Vous connaissez le test du marshmallow? C'est un test que vous pouvez faire, d'ailleurs avec vos enfants, si vous avez des enfants. Ça permet à ce qu'ils vivent leur école bien mieux. Vous prenez un marshmallow, vous le mettez dans une pièce, et vous dites à l'enfant, si tu manges le marshmallow maintenant, tu as le droit, mais tu n'en auras qu'un. Si par contre tu attends que je revienne, tu en auras deux. Il y a deux types d'enfants. Il y a les enfants qui le mangent tout de suite, aucun remords. Et il y a les enfants qui sont capables d'attendre des heures et des heures et des heures et des heures. Et ils sont devant, et ils sont impassibles, et ils attendent. Et quand les deux arrivent, il y en a même qui demandent, est-ce que je peux en avoir 4 si je réattends? Ça, c'est des business de frontières. Donc d'ailleurs, on pourrait sélectionner l'État. Et c'est une idée, Alice as the Family. On va mettre une pièce avec des marshmallows et on va sélectionner les types. Mais Zuckerberg, c'est un business de frontières. C'est quand même un type qui en est à son 50e attente. Il aurait pu cash out à plein de moments, il ne l'a jamais fait. Et toute leur attitude est une attitude de très très long terme. Il a même fini par révéler son ambition. Dans le dernier earning call, il s'est énervé contre un analyste de Wall Street. Les journalistes ne l'ont pas relevé, mais moi, ça m'a vraiment heurté. Un investisseur lui a dit, vous parlez de long terme, de long terme, de long terme, mais bordel, qu'est-ce que ça veut dire le long terme? Ça veut dire 3 mois, ça veut dire 3 ans, ça veut dire 6 ans. Il a dit, dans 30 ans, je serai plus jeune que vous aujourd'hui. C'est ça que ça veut dire le long terme. Flippant comme réponse. Franchement, moi je suis analyste à Wall Street, je déprime. Enfin, je me dis, c'est pas possible. Mais je pense que c'est sincère. Je pense qu'effectivement, il se dit, voilà, j'ai envie que chaque être humain sur Terre ait Facebook d'une façon ou d'une autre. Bon, bah, s'il faut 30 ans pour ça, bah, ça prendra 30 ans, c'est pas grave. Un business disruptif, par définition, doit à un moment ou un autre devenir un business de frontières. C'est la seule façon de survivre. Pourquoi un business de disruption devient forcément un business de frontières s'il veut survivre? Parce que le jour où la disruption a disparu et a eu lieu, c'est fini, vous êtes à nouveau la norme. Et donc le drive et le moteur qui portait la boîte, qui était « je vais éradiquer les taxis », le jour où il n'y a plus un taxi, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de trouver un nouveau drive. Et c'est pour ça que beaucoup de business de disruption réussis deviennent des business de frontières. Et ils investissent massivement dans la recherche, massivement dans la technologie, et ils essaient d'inventer le futur. Parce que c'est la seule chose qui peut les maintenir dans le même mouvement. Un business de disruption, c'est forcément temporaire. Qui a vu Godfather ici? Il y a une scène fondatrice dans Godfather, c'est au moment où Michael Corleone vire son frère adoptif comme consigliere. Et il lui dit, je ne comprends pas Michael, pourquoi tu fais ça? Parce que j'ai toujours été de bons conseils, j'ai toujours fait mon travail fidèlement, j'aime ta famille, je t'aime, je ne suis pas jaloux que tu sois le plus jeune de la famille et que tu deviennes quand même le don. Et il dit à l'acteur, je n'y vois rien de personnel. You are a peacetime consigliere, I need a wartime one. C'est exactement la même chose. Il y a deux types de CEO. Il y a les peacetime CEO, il y a les wartime CEO. Il y a des rares exceptions où ils sont capables d'être les deux. Enfin, encore une fois, Jobs est je crois, le cas le plus fascinant parce qu'il a réussi à se transformer personnellement à la fin de sa vie. Prenons un cas de disruption, Napster. Qui se souvient de Napster? Superbe. Pour ceux qui n'ont pas connu Napster ou qui ne se souviennent pas de Napster, c'est les réseaux peer-to-peer avant l'heure, et c'est la téléchargement. Comment Napster a fini? C'est un business de disruption typique. Si vous venez et vous attaquez une industrie de front, ben vous finissez avec 100 millions de dollars de procès. Et alors ça, c'est l'autre point de la disruption, c'est que les business de disruption et les business de frontières portent en eux un risque équivalent. Il n'y en a pas un qui est moins risqué que l'autre. On pourrait se dire les business de disruption sont moins risqués parce qu'ils s'attaquent à des choses qui existent déjà, donc le marché est beaucoup plus sûr. C'est sûr que si vous vous dites, je vais créer un business de disruption dans les hôpitaux, il n'y a pas de mal à s'imaginer le marché des hôpitaux. Le problème, c'est que quand quelque chose existe déjà, il est protégé par des gens. Et ce précaré, il est protégé, quand vous essayez de l'attaquer, la réaction peut être très, très violente. Et des fois, il y a des business de disruption qui tournent très mal. Parce qu'on se souvient des cas comme Uber, mais les types de Napster, ils ont mis des années à s'en remettre, des procès.
Sean Parker raconte que jusqu'à l'introduction en bourse de Facebook, il continuait à rembourser le crédit au cabinet d'avocats sur ses frais légaux personnels après Napster. On parle de 15 millions de dollars. Je ne sais pas si, à titre perso, hein, on ne parle pas de l'argent que la boîte devait. C'est-à-dire qu'ils ont été attaqués au titre de la boîte, mais ils ont surtout été attaqués au pénal. C'était de l'argent à crédit qui a été payé sur très 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 longtemps. Donc les business de disruption ne sont pas plus faciles. Il y a pas, les business de frontières, ils ont l'avantage, c'est que c'est un pré carré qui est protégé par personne. Alors forcément, il n'y a personne qui vous attaque. Mais la vérité, c'est que des fois, ils sont protégés par personne parce qu'ils n'existent pas en fait. Et vous êtes en train de conquérir une maison fantôme. Comment reconnaître un marché qui est prêt pour la disruption ? Pourquoi, à un moment donné, un marché qui a toujours fonctionné d'une façon donnée est d'un seul coup prêt à recevoir une grande claque dans la tronche, alors que 10 ans avant, il ne l'était pas, et que 10 ans après, il ne l'était pas? Pourquoi c'est le bon moment? Alors ça, j'aimerais que vous vous posiez cette question très souvent. C'est une question qu'on ne se pose pas assez. Mais pourquoi c'est le bon moment de faire quelque chose? Ce n'est pas une question évidente. Par exemple, la batterie lithium. On a tous des smartphones, on a tous un problème de batterie. Il y a un marché qui nécessite une disruption énorme, c'est le marché de la batterie. Est-ce que c'est le bon moment de lancer une disruption dans la batterie ou pas? Non, elle est assez facile, celle-là, pour une raison extrêmement simple. C'est qu'il y a une limite physique à la capacité des batteries. Et que si aujourd'hui les batteries n'ont pas plus de capacité, c'est parce qu'il y a besoin d'une révolution de paradigme. Donc soit vous possédez la révolution de paradigme et donc vous êtes un business de frontières, parce que vous inventez une nouvelle catégorie de batterie, soit il n'y a rien à faire en termes de disruption. Parce que le marché, il est déjà dominé, il y a déjà un gagnant qui a pris 95% du marché, Samsung, et de toute façon, il n'y a strictement rien à faire. Parce qu'il y a une limite technologique physique. Donc la question, c'est comment savoir si un marché est prêt? Je pense qu'il y a deux grands critères. On voit toujours deux phénomènes constants dans les marchés qui sont prêts pour la disruption. Le premier phénomène, c'est qu'ils se fragmentent. Qu'est-ce que ça veut dire un marché fragmenté? Prenons un exemple, le marché des cours scolaires pour apprendre les langues. Combien il y a d'acteurs tous les ans qui sont créés pour apprendre l'anglais ou l'espagnol ou le russe aux gens? Vous imaginez le nombre de sociétés? C'est flippant. Pourquoi? Parce que, tout simplement, aujourd'hui, personne n'a une solution fiable pour apprendre l'anglais à qui que ce soit. Donc forcément, toutes les solutions, elles vivotent, elles se fragmentent, et personne ne trouve de réponse satisfaisante. Regardez, par exemple, dans tous les marchés ayant connu une disruption, font l'inverse, ils se consolident. Parce qu'il y a un modèle qui gagne, et donc ça se fusionne vers ce modèle. Prenons l'exemple des fast-food. Dans les années 60, combien il y a de marques de fast-food aux États-Unis différentes, de chaînes? Eh ouais, il y en a plusieurs centaines. Plusieurs centaines. Combien il y a de chaînes de fast-food aujourd'hui aux États-Unis? Il y en a 6. Combien il y a d'entreprises automobiles entre 1870 et 1930? Plusieurs milliers. Combien il y a d'entreprises automobiles entre 1930 et nos jours? Quelques dizaines. Vous voyez la structuration d'un marché? Tout marché qui se fragmente est un marché qui peut recevoir une disruption. La disruption n'est jamais uniforme sur un marché et les types de disruption touchant un marché ne sont jamais les mêmes qui toucheront un autre marché. L'une des pires erreurs que vous puissiez faire, c'est prendre un cas de disruption qui a eu lieu dans un marché donné et intellectuellement le projeter dans un nouveau marché. Je vais vous prendre un exemple. La finance a connu une disruption par le numérique dans les années 80 avec la digitalisation des données dans les banques et l'intégration verticale des métiers. C'est-à-dire que les données produites par un métier pouvaient être utilisées par un autre métier. Par exemple, toutes les données personnelles de vos comptes sont à un moment ou à un autre moulinées pour servir d'information sur la consommation des ménages pour les types qui prennent des ordres en bourse dans les banques. L'avantage concurrentiel des premières banques ayant fait ça, c'est que comme elles ont réussi à intégrer verticalement l'information,
elles ont réussi à développer un avantage. Il y a des gens qui, dans les années 90, ont vu ça. On dit, l'intégration verticale d'informations, c'est une source de disruption incroyable qui change le métier. Appliquons-la à d'autres secteurs. Ils l'ont fait dans le voyage et l'assurance, ça a été des catas totales. Tous les types qui ont intégré verticalement le métier d'assureur sont morts. Et AXA a survécu. Pourquoi? Parce qu'un assureur, il a besoin d'être au plus près possible de ses clients et d'être le plus compartimenté possible. Parce que si un assureur connaissait le risque réel de couverture qu'il prenait, donc en ayant une information verticale, bah en fait, il ne prendrait jamais de risque. C'est l'ignorance des assureurs par rapport aux risques globaux qui font que localement, ils savent prendre des risques. Et des opérateurs comme AXA, par exemple, l'ont compris en complètement décentralisant leur réseau. Et c'est eux qui ont gagné. Donc tu vois comment une disruption qui pourtant avait l'air d'être une idée rationnelle, dans un autre contexte, produit l'effet complètement inverse de la disruption constatée dans le premier marché. La disruption n'est jamais uniforme. Il y a des grands types de disruption. Il y a des disruptions qui sont des changements de technologie. Il y a des disruptions qui sont des changements d'expérience. Il y a des disruptions qui sont des changements de storytelling. Il y a des disruptions qui sont des changements de segment de marché. C'est que tu prends un marché qui existe, tu le vides, imagine une poche, tu mets une paille, tu piques, et ça vide tout ça dans une nouvelle poche. Ce n'est pas une frontière, ça existait déjà. La frontière, c'est autre chose. La frontière, c'est tu viens, tu crées ta petite poche dans ton coin, tout seul, tranquillement, et le liquide qui est à l'intérieur de l'autre poche voit l'autre poche et dit « Mais putain, c'est génial ce truc, allons par là-bas ». Ça, c'est un business de frontière. C'est que tu redéfinis une catégorie, mais c'est une opportunité, ce n'était pas ta stratégie. Là, les disruptions de ce type-là, c'est tu prends un marché à un endroit et tu l'amènes manu militari à un autre endroit. Uber aurait très bien pu lancer un service premium pour les gens qui utilisaient des services de chauffeurs. C'est pas ce qu'ils ont fait. Ce qui marche le mieux aujourd'hui chez Uber, c'est UberPop et UberX, qui attaquent de front les taxis. Donc ils prennent un marché, ils l'amènent à un nouvel endroit. Et pourquoi c'est un marché différent? Parce que la législation sur les VTC n'est pas la même que la législation sur les taxis. Donc c'est des règles complètement différentes. D'ailleurs, quand les taxis, pour le coup, disent Uber est une concurrence déloyale, au sens strict du terme, ils ont parfaitement raison. C'est déloyal. Tu prends des gens et tu leur dis, tiens, viens par là et regarde, il y a un nouveau monde. Waouh, c'est magique. Et en plus, les gens à qui tu as piqué, ils n'ont pas le droit, en termes de législation, de faire ce que tu fais. Ils n'ont juste pas le droit. Donc, tu comprends que les types, à un moment, ils se disent, on va tout péter, quoi. Là, pour le coup, ça, je peux comprendre. Qui peut m'expliquer ce que Ryanair a d'extraordinaire et d'unique? Faites gaffe, il y a un piège. Ryanair n'est pas du tout une société qui a gagné grâce à une concurrence sur les prix. Ryanair est une société low cost qui a gagné pour une raison beaucoup plus fondamentale que les prix. Vous êtes en train de me citer toutes les caractéristiques de tous les low cost et aucun de vous n'est en train de m'expliquer pourquoi Ryanair surperforme tous les low cost x 20. Non. Non, c'est un raisonnement marché, les gars, c'est le sujet du jour. 85% des gens qui ont pris Ryanair sur les 3 premières années n'avaient jamais pris l'avion de leur vie. 85% des gens qui ont pris Ryanair sur les 3 premières années n'ont jamais pris l'avion de leur vie. Jamais. Ils n'avaient même pas envisagé que c'était possible de prendre l'avion. Vous voyez la puissance d'un marché? Vous voyez la puissance d'un raisonnement marché? Mais bien sûr que c'était voulu. Quand tu atteins 85% par hasard, tu es juste le type le plus couillu du monde. Quoi. Tu te poses des questions, là. Va acheter un ticket de loto, ça va plus vite. Non, évidemment que c'était voulu. C'est même, pour moi, Ryanair est le plus beau coup industriel sur les 20 dernières années pour cette raison. Parce qu'ils ont prouvé quelque chose qui paraissait complètement impossible dans le marché de l'aviation. C'était que ces gens-là voulaient aussi des vacances et étaient prêts à prendre des lignes. Et toutes les raisons que vous m'avez citées sont des conséquences à cette volonté de conquête marché. Elles ne sont pas des causes. Pourquoi ouvrir des nouvelles liaisons? Je ne sais plus qui a dit nouvelles liaisons. Pourquoi ouvrir des nouvelles liaisons? Parce que ces gens-là veulent aller dans des endroits moins chers que les sites touristiques les plus demandés.
Pourquoi aller les capter directement en province? Parce que majoritairement, ces gens-là sont plus en province qu'à Paris, etc., etc., etc. C'est la définition d'un segment de marché pertinent dans lequel ils sont devenus dominants qui a fait le succès de Ryanair. C'est absolument pas une histoire débile de prix où il suffisait juste de faire une compagnie moins chère. Parce que de toute façon, la clientèle qui aurait pu payer les prix moins chers n'aurait jamais été dans des aéroports de province, n'aurait jamais pris des avions de ce type-là, etc., etc. Aujourd'hui, le low cost est devenu une disruption de l'ensemble de l'industrie d'aviation. C'est un phénomène a posteriori. C'est parce que maintenant, on est dans la situation où c'est incroyable. On a passé des années à voir ces avions décoller et atterrir sans avoir d'accident, que les gens qui ont souvent pris l'avion sur des compagnies réelles ont commencé à le prendre sur ces compagnies-là. Mais tous les gens qui étaient la clientèle d'affaires, la clientèle régulière, etc., de l'aviation, ne se sentaient absolument pas concernés par le low cost. Mais ce n'était pas une question de prix. C'était pas comme si un type se disait « Ouais, bah moi je suis super content de payer 10 fois le prix pour faire un Paris-Londres ». C'est pas ça le point. Le point, c'est que j'ai pas envie d'aller dans un aéroport qui est super loin, j'ai pas envie de machin, etc. 96, 99, je crois. Ou 92, 95. L'un ou l'autre, je sais jamais. Non, 96, 99. Parce que en 99, ils ont vendu. Enfin, les fondateurs ont vendu. Citez-moi des boîtes et vous dites en même temps si vous pensez que disruption aux frontières et je vous dis si vous avez raison ou pas. Donc, gagner, Airbnb, disruption. Comment? À disruption. Attends, juste là-bas. Ah oui, Compte Nickel, c'est le nouveau compte. C'est ça qui vient de se lancer dans les bureaux de tabac. Compte Nickel, c'est un truc... Ouais, alors là, dans le genre coup magistral, ça se pose là. Vous prenez 3 tendances. Première tendance, de plus en plus de gens dans ce pays sont interdits bancaires. Il faut le savoir, c'est une réalité. Il y a de plus en plus de gens qui sont interdits bancaires. Déjà parce qu'il y a de plus en plus d'entrepreneurs et qu'en général, l'entrepreneur, à un moment ou à un autre, on finit interdit bancaire dans sa vie. Ça, forcément. Et aussi pour d'autres raisons liées à la crise économique, etc. Donc, première tendance de marché. Je vais vous faire le raisonnement simplement du point de vue marché, parce qu'après, on verra le raisonnement d'un point de vue fonctionnel. Mais voyons-le d'un point de vue marché. Donc, vous avez cette première tendance. Deuxième tendance, vous avez les bureaux de tabac qui ont leurs revenus qui s'écroulent de façon structurelle, de semaine en semaine, et personne ne sait quoi faire pour les sauver. Troisième caractéristique marché, figurez-vous que les tabacs sont assermentés. Je ne sais pas si vous le savez, mais les tabacs ont une prérogative super bizarre, c'est que c'est des agents fiscaux assermentés qui ont le droit de collecter de l'impôt pour le service de l'État, les fameux timbres fiscaux qu'on achète dans les tabacs. Donc vous avez un type qui prend ces 3 caractéristiques de marché. Comment? Pourquoi 2 types? Ah oui, 2 types, ouais. Je ne sais pas qui l'a fait en fait. Donc imaginons 1, mais 2 alors. Vous avez 2 types. C'est mieux d'être 2 d'ailleurs. Donc vous avez 2 types qui prennent ces 3 caractéristiques et qui se disent on va lancer un compte qui s'ouvre en bureau de tabac en 3 minutes avec une carte prépayée et qui permet à n'importe qui d'accéder au compte et de donner un revenu au tabac et donc d'avoir un réseau de distribution à notre bot parce qu'il est tellement désespéré qu'il cherche n'importe quelle source de relais de revenus. Il y a 10 ans, le marché n'était pas prêt pour la disruption. Il y a 10 ans, si vous aviez dit à un tabac, tu veux gagner des centimes en gérant de l'argent et en t'emmerdant à gérer les flux de tous ces mecs qui viennent ouvrir, te montrer la pièce d'identité, etc., il aurait dit, et puis quoi encore? Aujourd'hui, vous allez voir le même type, vous lui dites, salut, tu veux te faire chier pour gérer des comptes en banque pour des interdits bancaires? Il dit, oui, s'il te plaît. Vous voyez l'impact d'un marché. Le marché est plus fort que tout. Et d'ailleurs, c'est une opportunité pour cette paupérisation. Je peux dire, c'est un compte extrêmement peu cher. Tu offres à des gens qui n'avaient pas et ça change tout. C'est un enfer de ne pas avoir de carte bleue de nos jours. C'est un enfer. J'ai vécu 1 an sans carte bleue. Les nouvelles frontières sont différentes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire liquide? Il y a 2 types de marchés. Il y a les marchés solides et il y a les marchés liquides. Un marché solide, c'est un marché où il est extrêmement dur de capter la valeur
Parce qu'elle est, pour une raison ou pour une autre, ça peut être réglementaire, ça peut être en termes de demande, il y a 1 million de raisons, elle est dure d'accès. Un marché liquide, c'est un marché où la demande est tellement forte que quelle que soit la qualité de l'offre initiale, elle recevra du liquide et du flux. Ça déborde dans tous les sens, quoi. Alors, prenons encore un exemple. Les taxis sont un marché liquide parce que toute personne qui a cherché un samedi soir un taxi à 1 h du matin sait à quel point la demande est forte. Le cas de compte nickel est un cas de marché liquide énorme parce que vous avez une fragmentation. Donc d'un côté, le nombre de comptes est en explosion, mais de l'autre, vous avez énormément de gens demandeurs et en plus, vous avez des gens qui n'y ont pas le droit parce que les banques ne veulent pas gérer ce genre de clients. Donc vous prenez un sous-segment de marché. Moi, je n'exclus pas que cette histoire de compte nickel, là, devienne une forme dominante de bancarisation si les mecs se démerdent bien en termes de marketing. D'ailleurs, ils ont fait une erreur fondamentale, c'est d'appeler ça compte nickel. Je leur conseillerais de changer de nom, parce que ça fait trop pauvre, et que les pauvres n'ont pas envie d'entendre qu'ils sont pauvres, déjà. C'est une caractéristique première de toute personne. Et il y avait une opportunité à sortir du réseau bancaire énorme en utilisant le réseau des bureaux de tabac. Enfin, je ne sais pas combien il y a de bureaux de tabac en France, mais vous imaginez, si vous voulez ouvrir le nombre d'agences bancaires qu'il y a en bureau de tabac, vous imaginez le capital nécessaire. C'est délirant. Là, ils avaient cette opportunité unique et ils l'ont transformé en un truc... Alors, ça, c'est un point important. Ce n'est pas parce que vous visez une niche qu'il faut limiter votre histoire. Par exemple, Amazon, ils ne se sont pas appelés librairie de tous les livres dans le monde.com. Ils sont appelés Amazon. Et en plus, ce qui est génial, c'est que le jour où leur marché est passé de la niche des livres à tout, ils ont dit, bah, vous voyez, l'Amazon, c'est l'endroit au monde avec la plus grande biodiversité, donc on vend tout. Vous voyez, comme une histoire de marque peut s'écrire de niche en niche. C'est pas parce que vous avez une stratégie à très court terme de conquête d'un premier point que vous n'avez pas une vision de très long terme de votre objectif. Les nouvelles frontières sont très différentes aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, elles sont majoritairement technologiques. Il n'y a plus grand-chose, je me trompe peut-être, mais il n'y a plus grand-chose en termes de frontières de services. À peu près tous les types de services ont été explorés, etc. Donc, si vous vous lancez dans des business de services, c'est forcément des business de disruption et des business d'innovation. La caractéristique de toutes les startups de frontières, c'est qu'au moment où elles commencent, leur marché est ridiculement petit. Microsoft, ils lancent un système d'exploitation alors qu'il n'y a pas d'ordinateur. Google, il lance un moteur de recherche alors qu'il n'y a pas de site internet à chercher. Facebook, il lance un réseau social alors que fondamentalement, donc c'est un business de disruption d'ailleurs Facebook. La nature des sociétés peut être très hybride en fonction des marchés. Il y a des frontières, il y a des disruptions. Des fois, il y a même des business de frontières et de distribution à la fois. C'est un cas extrêmement spécifique, mais l'iPhone en est un, parce qu'il y a un hardware de disruption et il y a un software de frontières. Premier App Store. Cette distinction est évidemment très 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 simple quand vous créez une boîte. Elle est beaucoup beaucoup plus compliquée 10 ans plus tard quand la boîte vit. Parce que ça devient tout de suite beaucoup plus complexe et hybride. C'est vraiment une distinction qui sert à voir de quel côté on est en termes de création d'entreprise. Comprenons bien ce point, c'est que la seule façon de réussir avec une start-up, c'est d'avoir une volonté de domination. Il n'y a pas d'autre façon. Parce qu'encore une fois, si vous ne l'avez pas, quelqu'un d'autre l'aura et vous éjectera. Maintenant, cette volonté de domination doit être extrêmement limitée dans le temps, l'espace. Vous devez viser un segment extrêmement petit. Le point, c'est qu'il y a toujours de l'espace. D'accord ? Il y a toujours de l'espace pour faire quelque chose de nouveau, à condition que vous arriviez à définir extrêmement précisément ce que vous faites. D'accord ? Donc, le bon test, et c'est un test que je trouve assez enthousiasmant, pour savoir si c'est le bon moment de se lancer ou pas, c'est de vous poser la question, est-ce que les gens viendraient travailler pour moi ou pas? Et il y a un test que j'aime beaucoup faire sur les startups, qui va vous paraître un peu dingue, mais j'assume, c'est d'aller recruter des stars alors que vous n'en avez pas les moyens, en leur faisant croire que vous avez les moyens. C'est le test ultime. Trop souvent, les gens vont voir d'autres gens en leur demandant leur avis sur les startups.
Bonjour monsieur, vous êtes très important, vous êtes un expert reconnu. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous en pensez? Alors évidemment, comme 90% des gens sont sympathiques, ils vont vous dire ah ben oui, c'est pas mal, bon en fait, machin. Et puis en fait, ça sert à rien. Par contre, il y a quelque chose qui peut servir à quelque chose, c'est d'aller voir quelqu'un et lui dire est-ce que tu veux travailler pour moi? S'il vous dit non, ça veut dire qu'en fait, il ne croit pas assez à votre idée pour quitter. Est-ce que ça veut dire que votre idée vaut rien? Non. Mais ça vous montre la distance de résistance par rapport à votre idée. Quand je dis reluctance, je parle toujours de la reluctance du commun des mortels. À un moment donné, tu as dans une industrie donnée des gens qui sont un peu plus visionnaires que d'autres. Et si tout le monde trouve que ton idée est pourrie sans exception, tu n'arriveras jamais à rien bâtir. Je ne suis pas en train de te dire d'aller recruter le type au coin. Je parle vraiment d'aller recruter des stars. Vous lancez un truc dans la finance, téléphonez à Larry Summer pour le recruter. Mais sérieusement, faites-le. Déjà, il sera surpris que vous vouliez l'embaucher. Il n'ira jamais s'imaginer que vous n'ayez pas les moyens de l'embaucher, ou il vous prendra pour un doudingue. Mais en plus, la discussion que vous aurez sera la discussion la plus honnête que vous pourrez avoir. Parce que vous soyez dans un business de disruption ou dans un business de frontière, le test du recrutement, c'est le test ultime. Un business ne vit que parce que les gens qui sont dedans travaillent bien plus qu'ils ne devraient. C'est ce qui fait qu'un business devient extraordinaire. Donc la question, c'est est-ce que vous arrivez autour d'une vision donnée à mobiliser des gens qui auraient pu faire tout autre chose? Est-ce que vous arrivez à mobiliser des gens qui sont bien plus doués que vous? Peter Thiel dit, la meilleure façon de savoir comment investir dans une startup, c'est de regarder les 20 premiers recrutements. Est-ce qu'ils ont été difficiles ou pas? Est-ce qu'ils ont été faciles ou pas? Est-ce qu'ils ont amené des gens qui étaient bien au-dessus de l'état donné de la boîte? Regardez le nombre de boîtes qui sont associées à des gens qui disent le jour où la boîte marche, j'arrêterai ce que je fais et je passerai à ça. La vérité, c'est que si vous croyez profondément à une société donnée, vous allez faire le switch. Facebook a commencé comme un business de disruption, disrupter MySpace, etc. Et aujourd'hui, il est devenu un business de frontière parce qu'il se lance dans Oculus. Il se lance... ouais, exactement. Qui a vu l'acquisition d'Oculus par Facebook? Ouais. Oculus, c'est le système de réalité virtuelle. Vous mettez un casque et vous êtes projeté dans un monde. Ça, c'est typiquement un business de frontière. C'est pas un business de disruption. Le marché de la réalité virtuelle n'existe pas. Enfin, des gens connectés aujourd'hui avec un casque de réalité virtuelle, je crois qu'ils sont quelques centaines, ou quelques milliers peut-être. Ils sont pas beaucoup. D'ailleurs, ils sont très vocaux sur cette acquisition. Ça, c'est un autre sujet. C'est pas parce qu'un business de frontière ne se définit pas par la techno que la majorité des business de frontière ne sont pas des business de techno. C'est plus subtil que ça. La réciproque n'est pas vraie en fait. Tout business de techno n'est pas un business de frontière, mais beaucoup de business de frontière sont des business de techno. Amazon a fait les deux en fait. Amazon continue à disrupter le retail, segment par segment. Et maintenant, par-dessus ça, il rajoute des questions de business de frontière pour créer des nouveaux marchés. Amazon Studio, Amazon Web Service, c'était un business de frontière il n'y a pas si longtemps, etc., etc. Donc, encore une fois, les sociétés matures sont souvent, surtout les sociétés matures réussies, sont souvent des business hybrides. Le cloud, c'était de la frontière parce qu'il n'y avait pas de marché du cloud. Encore une fois, la techno-cloud existe depuis longtemps, mais le développement du cloud, c'est vraiment une frontière parce que pendant très longtemps, personne n'aurait mis ces datas dans le cloud. Et c'est cette réussite qu'ils ont réussi à faire. C'est la seule chose qui fait qu'une startup de disruption continue à croître. Parce que la disruption a forcément une fin. Une disruption, c'est tu définis un ennemi et tu le tues. Le jour où il est mort, ta mission, elle est finie. Donc il faut forcément que tu trouves une mission interne. Vente privée, c'est de la frontière, ouais. Exactement. Mais c'est marrant parce que vous commencez à comprendre le truc. Vente privée, c'est de la frontière parce que la nouveauté dans vente privée, c'est pas le fait, c'est pas les flash sales, c'est pas tout ça. C'est d'avoir amené une catégorie de gens à acheter d'une certaine façon. Tous les gens qui maintenant font de la vente privée font de la disruption. C'est quoi la différence entre construire dans un pays et découvrir un nouveau pays? Découvrir un nouveau pays, c'est tu pars, tu marches, et tu ne sais pas où ça s'arrête. Tu arrives sur la côte est des États-Unis, puis tu marches jusqu'au Nebraska, et puis tu te dis au Nebraska, alors ça continue pendant combien de temps? Et bien, il y a deux types de gens. Il y a les gens qui vont rester sur place et ils vont faire de la disruption. Donc ils vont prendre la terre que tu as déjà découverte et ils vont peut-être la renouveler. Donc tu avais fait une ferme et ils viennent faire un gratte-ciel.
en disant la ferme ça pue, moi je veux un gratte-ciel, disruption. Il y a les gens qui disent ah ouais mais là-bas au loin c'est incroyable, regarde il y a encore de la terre à découvrir, je vais avancer. Ça c'est de la frontière. Donc version business et version entreprise, ça donne des business qui ouvrent des marchés et des business qui redéfinissent des marchés. C'est ça la différence entre disruption et frontière. Quantify Self, c'est de la frontière. Il y a très peu de gens qui se quantify self. Qui ici se quantify self? Voilà. Là, tu as les early evangelists. Et leur rôle à eux, ça va être de convaincre tous les autres gens dans la pièce que suivre nos données physiologiques au quotidien, d'ailleurs, Lavinia, tu peux lever la main, c'est quelque chose qui va développer à long terme du bien-être et que donc il faut le faire et donc il va y avoir un marché. Le jour où on sera tous connectés à nos données physiologiques en temps réel, tu auras des opportunités de disruption pour apporter des meilleures data, pour apporter un nouveau mode de communication, etc. Les gens qui se pèsent sur un pèse-personne ne gardent pas les datas et n'ont pas de résilience et de persistance dans les datas. Je doute fortement que qui que ce soit ici se pèse sur une base régulière. L'acte de se peser, à part les filles, on fera un sondage. Mais le point, c'est qu'effectivement, après frontière, disruption, il y a aussi des cas qui sont flous et qui se discutent. Entre nous, le Quantify Self, c'est mal barré comme marché. Hein. C'est une frontière qui est chaude, hein. C'est pas une frontière facile. Hein. Encore une fois, la frontière, c'est pas l'existence d'une nouvelle technologie, c'est la redéfinition d'un marché. Pourquoi je mets en doute l'histoire du pèse-personne? Parce que même s'il y a des gens qui se pèsent, personne n'utilise ça comme valeur de marché et personne ne transforme ça en valeur business. C'est pas parce qu'un acte est présent que le marché est existant. Pour une raison très simple, c'est que la rencontre et la présence de rencontres et les agences matrimoniales, etc., c'était un business fragmenté et liquide en pleine explosion au moment où Mythic a ravagé le marché. Mythic, c'est pas simplement la rencontre en ligne, c'est l'agence matrimoniale en ligne. C'est beaucoup plus profond. Donc c'est pour ça que Mythic est un business de disruption. Il y a des disruptions longues, il y a des disruptions courtes. Le critère, il n'est pas là. Le critère, c'est est-ce que tu crées un nouveau marché ou est-ce que tu prends un marché existant et tu redéfinis les règles? C'est vraiment ça le critère. Tous les autres critères sont des conséquences de ce critère-là. Maintenant que vous savez tous ces éléments, que vous connaissez la différence, que vous sachez que les parts de marché ne veulent pas rien dire et que le but du jeu, c'est d'être un monopole, vous comprendrez normalement, je l'espère, une réalité simple, c'est que le meilleur moment pour se lancer sur un marché, c'est le dernier. Pourquoi? Parce que quand on se lance en dernier, que ce soit sur un business de frontière ou sur un business de disruption, on peut utiliser l'ensemble du savoir acquis par les concurrents pour ne pas le redépenser une deuxième fois. C'est pour ça que ce n'est pas la première société automobile de l'histoire qui a survécu. C'est pour ça que ce n'est pas le premier moteur de recherche de l'histoire qui a survécu. C'est pour ça que ce n'est pas le premier search engine ou le premier réseau social qui a réussi. Le jour où Facebook s'est lancé, il y avait plus de 200 ou 250 millions de personnes sur MySpace. C'est quand c'est un monopole que tu as une opportunité unique de disrupter. C'est justement mon point. Mon point, c'est que être le dernier sur un marché, c'est la position idéale pour pouvoir construire quelque chose si ça passe. Et c'est pour ça que le danger, quand on est une entreprise, ce n'est pas ce qui a été créé, c'est ce qui sera créé. Pourquoi Facebook rachète WhatsApp 19 milliards? C'est parce que c'est un threat énorme. Parce qu'il sait ce que c'est la concurrence future. Et il en a peur, et il en fait des cauchemars. Et c'est le cas d'Apple, et c'est le cas de Google, etc. Ça ne veut pas dire que c'est facile, mais ça veut dire que l'opportunité est prouvée et réelle. Et c'est vrai pour les frontières, et c'est vrai pour la disruption. Qu'est-ce que ça veut dire être le dernier sur une frontière? Ça veut dire venir au moment où les technologies sont matures. Par exemple, l'une des grandes frontières, moi, qui me fascine, c'est l'intelligence artificielle. Je pense que le temps de l'intelligence artificielle est venu. Ça fait 40 ans que tout le monde dit que le temps de l'intelligence artificielle est venu, mais en fait, sur les 5 dernières années, il s'est passé des choses magiques qui vont avoir de l'impact sur les 5 prochaines. Et donc, tous les gens qui vont se lancer dans l'intelligence artificielle en ce moment auront beaucoup plus de facilité à le faire que tous les gens qui se sont lancés dans l'intelligence artificielle il y a 20 ans. Pourquoi? Parce que être dernier sur un marché, c'est la position idéale stratégiquement. Ça ne veut pas dire que c'est la position la plus facile, c'est beaucoup plus facile d'être premier. D'ailleurs,
entre nous, quand on est premier sur un marché, en général, il ne faut pas hésiter à vendre sa boîte vite. Parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va tenir. MySpace, ils ont vendu, enfin, ils ont tous vendu. Friendster, ils ont vendu, etc. Pourquoi? Parce qu'ils savaient très bien que c'était une vague où ils ne savaient pas. Alors que quand on est dernier, soit on ne réussit pas parce qu'on n'arrive pas à enlever l'acteur en présence, donc ça c'est une chose, mais si on arrive à enlever l'acteur en présence, on fait des choses qui durent très 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 longtemps. Donc évidemment le critère, il ne s'agit pas de vous dire de retarder le lancement de votre boîte, il s'agit de vous faire passer 3 tests mentaux. Premier test mental, est-ce que je suis premier ou dernier? Si je suis premier, je mets mon warning de paranoïa au plus haut, et par contre, ça va être plus facile. Deuxième test mental, est-ce que je suis disruptif ou est-ce que je suis une frontière? Et troisième test, est-ce que j'ai la personnalité qui est adaptée par rapport aux 2 caractéristiques premières? Les gens qui font en premier des business de frontières ne sont pas les mêmes gens qui font des business de frontières en dernier. Tous les gens qui font un business de frontières en premier sont des inventeurs de génie, sont des technologiciens, sont des designers. Tous les gens qui font des business de frontières en dernier sont des hommes d'affaires d'exception, fondamentalement. Par exemple, prenez AfroStream, un business de disruption très 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 en retard. Tellement en retard qu'il est jetlagué le mec. Il a une opportunité unique, c'est que tous les droits qui n'ont été achetés par personne ne valent rien. Et donc il peut aller acheter des droits qui sont sous-valorisés pour les revaloriser dans un nouveau marché. Qu'est-ce que c'est la valeur d'AfroStream? Ce n'est pas le fait de publier des films sur Internet. N'importe quel ahuri fait ça. La valeur d'AfroStream, c'est d'avoir une relation intime avec un segment extrêmement déterminé, extrêmement fin, extrêmement fragmenté et incroyablement liquide. Ça y est, tu comprends pourquoi on t'a pris? Il y avait une seule solution pour MySpace de survivre à Facebook. Il y en avait une seule. C'était de copier toutes les innovations que Facebook mettait en place. Et pour faire ça, il aurait fallu respecter les gens de Facebook. Tu ne respectes jamais des gamins de 19 ans qui balancent 50 000 $ dans une fête sur leur premier investissement de 500 000 $. Quand tu travailles chez Rupert Murdoch et que tu as un costard. Parce que tu vois ça et tu te dis, c'est des gens qui ne sont pas sérieux. N'oubliez jamais, ce monde meurt et les opportunités arrivent à chaque fois que quelqu'un de respectable rencontre la voie de quelqu'un qui ne l'est pas. Tous vos business et tous les gens qui sont dans cette salle, vous avez quelque chose de fondamentalement dangereux, c'est que vous ne pouvez pas être pris au sérieux par qui que ce soit. Le prenez pas mal. Mais fondamentalement, quand on démarre quelque chose, on ne peut pas être pris au sérieux. Si vous croyez vraiment que les gens ont pris au sérieux The Family le jour de la fondation, c'est une grosse blague. Si vous croyez vraiment que les gens ont pris au sérieux Y Combinator le jour de la fondation, Google, Facebook, etc., non. Et c'est ça la plus grande opportunité. C'est ce qui fait que ça donne du temps. Si ces types avaient été des Zuckerberg parano, tu vois, Zuckerberg, il voit Snapchat se lancer, il fait POC. Ça ne marche pas, il met 3 milliards sur la table. Ça ne marche pas, il rachète WhatsApp 19 milliards. Tu vois, il monte les enchères. MySpace, pendant le même temps, ils vont visiter Facebook, ils font un tour du campus, ils rentrent chez eux et ils rigolent pendant 2 ans. Sauf que 2 ans plus tard, bah, c'est trop tard. C'est un des points, Sun Tzu l'a dit, hein. La meilleure façon de mourir sur le champ de bataille, c'est de sous-estimer les gens qu'on a en face. Toujours faire attention à ça. Donc, 2 questions que je veux plus. Est-ce que c'est le bon moment ou pas de se lancer? Parce que par définition, il y a toujours... Et la deuxième chose, c'est, je vous avais déjà fait une démonstration sur la concurrence, d'un point de vue fonctionnel. Là, vous avez une démonstration d'un point de vue marché. La concurrence ne compte pas. La seule chose qui compte, c'est votre capacité d'exécution à délivrer quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça qu'il faut définir très précisément la première niche que vous allez dominer. Et encore une fois, c'est une affaire de domination. Ça se joue par le fait de bâtir des résultats exceptionnels. Et il y a toujours une niche que vous pouvez attaquer. Il y a un proverbe qui dit on est toujours le roi de quelque chose, ou le président de quelque chose. C'est Jospin à l'Assemblée qui avait appelé, je ne sais plus qui, Monsieur le Président, et on lui avait dit oui, ben non, je ne suis pas président, moi, vous devez bien être président de quelque chose, on est tous présidents de quelque chose. Ben, c'est la même chose. Vous devez jouer au jeu de je suis leader de marché sûr. D'ailleurs, c'est un jeu auquel toutes les grandes entreprises jouent, hein. Enfin, c'est assez marrant. Elles sont toujours leaders de marché sur quelque chose, hein.
Vous pouvez toujours redéfinir, recouper, regarder de côté, regarder de travers, regarder d'en haut. Mais en fait, autant ce jeu est fait pour des raisons marketing par les grandes entreprises, autant il doit être fait pour des raisons opérationnelles et stratégiques par des startups. Ce que j'appelle la vérité d'un marché, c'est est-ce que ce que tu offres peut rencontrer un sous-segment de ce marché de façon surenthousiaste. Et encore une fois, on parle de surenthousiasme. C'est pas grave si c'est à petite échelle, ce qui compte, c'est que les proportions de votre définition soient extrêmement importantes. Une bonne part de marché, c'est 60-70% d'un segment. Je peux vous faire un témoignage personnel. Pourquoi The Family, on est lancé à Paris sur le segment des sociétés créées en France? Parce qu'on veut être dominant sur toutes les startups d'un certain segment. Pourquoi on ne fait pas de société de service? Parce qu'on s'adresse qu'à des startups scalables. Vous imaginez le nombre de dossiers qu'on refuse à cause de bons dossiers qu'on refuse à cause de notre segmentation? Vous imaginez pas le nombre de gens en Europe qui apply et qu'on refuse? Vous n'imaginez pas le nombre de propositions qu'on a eues pour ouvrir des The Family à travers le monde qu'on refuse? Parce qu'un business ne se définit pas par ce que vous faites, un business se définit par tout ce que vous décidez de ne pas faire. Parce que vous pouvez tout faire. Évidemment que là, on peut aller faire les cakes et ouvrir The Family Berlin. Il y a même un type qui a mis un chèque de 500 000 € sur la table pour qu'on le fasse. On a pris le chèque et on lui a remis. Et on lui a dit « Merci beaucoup, monsieur. On se revoit dans quelques années. » Pour une raison simple, c'est que je peux vous dire une chose, c'est que si on va lancer The Family Berlin et The Family Paris en même temps, on va avoir 10% du marché dans les deux cas, et il y a un type qui va finir par avoir 90% du marché et qui va nous ravager. Tandis que si on conquiert 90% des meilleures startups parisiennes, et françaises au sens large, qui peuvent venir à Paris du moins, si vous avez ce segment-là, vous êtes indélogeable. C'est un peu comme quand on est très très profondément ancré dans quelque chose. Pour vous arracher de terre, si les racines sont très profondes, c'est très très dur. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez envoyer du petit pollen pour remettre des racines très très profondes. C'est pas mal cette image. On a plusieurs niches, choisissons une. Comment on développe un instinct? En faisant plein d'erreurs en utilisant son instinct. C'est comme ça qu'on finit par avoir de l'instinct. Donc de toute façon, si tu n'as pas d'instinct pour savoir quelle est la bonne, utilise ton instinct. Si ça se trouve, il sera mal calibré, tu l'apprendras vite et tu repasseras à autre chose. Mais c'est exactement ça, c'est pas grave. Passer des heures à choisir une niche sur une autre, c'est pas le point. Par contre, il y a des critères très objectifs. Par exemple, du genre, laquelle parmi toutes les niches, ça m'amuserait le plus de la conquérir. Ça, c'est un critère vraiment objectif. Vous avez l'impression que c'est pas sérieux comme critère, et pourtant, c'est ce qui fait qu'on peut se lever plus tôt le matin et se coucher plus tard le soir. En général, ça se joue à des conneries comme ça de gagner. Vous savez, c'est comme dans le... J'ai rencontré récemment un entraîneur de sport de haut niveau, et il m'a dit, je lui dis, c'est quoi la différence entre un champion olympique et les autres? Il me dit, un champion olympique, il s'entraîne plus que les autres. Je lui dis, ah bon? Il me dit, ouais. Je dis, mais rien d'autre? Il me dit, non, non, vraiment rien d'autre, il s'entraîne plus. Mais je dis, mais alors pourquoi tout le monde ne s'entraîne pas plus? Il me dit, voilà. Parce que personne n'est capable de supporter 8 heures d'entraînement par jour, tous les jours, pendant des années. Personne. Et que les gens qui le supportent et qui aiment ça et qui ont ce rapport un peu masochiste à l'entraînement, ils finissent toujours par réussir. Et d'ailleurs, très très souvent, donc c'était le directeur de l'INSEP, il se méfie vachement des gens ayant des prédispositions génétiques énormes par rapport à un sport. Parce qu'ils ont une courbe extrêmement rapide, mais le jour où ils atteignent un plafond, ils sont incapables de faire le moindre effort. C'est la même chose.